Hey, salut tout le monde! Comment ça va? Je sais pas vous, mais si moi, il y avait une espèce de vieux baron aux cheveux grisonnants, plein de rides, qui essayait de me courtiser avec une rose, je prendrais mes jambes à mon cou. Bref. Alors, Love Letter. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur ce jeu-là? Premièrement, comme je l'ai dit, il existe toutes sortes de versions de ce jeu-là. Dans mon cas, j'avais la version avec le petit sac de velours, ce qui rapporte rien de plus nécessairement au jeu, mais qui fait en sorte que le jeu peut se traîner là-dedans, dans une petite pochette. Il n'est pas dans une boîte de carton qu'on pourrait transporter dans un sac, puis briser ou froisser, puis qu'après ça, nos cartes pourraient sortir sans qu'on s'en rende compte, qu'elles soient abîmées, puis qu'après ça, on soit pris avec plus rien dans quoi les mettre. Alors, c'est ce que ça ajoute. Les cartes sont en sécurité là-dedans, à moins de le plier dans tous les sens. Il n'y a rien de grave qui peut arriver à nos cartes une fois qu'elles sont là-dedans. Alors, c'est bien, ça ajoute quelque chose, puis c'est doux en plus. Bon. Ensuite, bon, si on parle encore une fois des composantes, là, les petits cubes d'affection, encore une fois, il y en a quoi? Peut-être une dizaine dans le jeu. C'est bien, ça nous permet de garder... mais en fait, c'est seulement une trace pour nous garder, le compte de combien de points ont les joueurs. Et si vous en perdez un, si vous en cassez un, si votre chien en mange un, c'est pas catastrophique, vous pouvez les remplacer par n'importe quoi. Là, que ce soit des pièces d'argent, des boutons, des timbres, n'importe quoi, des dents. Je sais pas, mais c'est facilement remplaçable, puis ben, c'est pas catastrophique si vous en perdez. Pour ce qui est des aides-mémoire de jeu, c'est concis, c'est précis, ça tient sur une carte, c'est super. À l'endos, on a en plus la liste des cartes afin de nous rappeler en cours de partie, bon, il y a combien de princes déjà dans le jeu? Ok, oui, il y en a 2. Qu'est-ce qu'ils font déjà les princes? On a ici un petit aide-mémoire pour nous rappeler de tous les pouvoirs, de toutes les sortes de cartes également. Alors, super. Le livre de règles. Je ne peux pas passer à côté. Moi, quand j'ai commencé à lire ça, puis que j'ai vu que le jeu, là, je dirais que le jeu est expliqué en 3 pages, 4 pages, et que le livret d'instruction en a 24. Alors, je ne comprenais pas trop au départ. Mais il y a toutes sortes. C'est drôle à lire. C'est très drôle. Il y a une histoire en arrière de ce jeu-là. Puis il y a également. Ils ont pris la peine d'expliquer pourquoi chacun des types de cartes a ce pouvoir-là. Les gardes, pourquoi est-ce qu'ils ont la possibilité de deviner la carte d'une autre? C'est parce qu'ils gardent justement le château. On peut pas utiliser le garde pour essayer de deviner la carte d'un autre joueur si en supposant qu'il a un autre garde. On ne peut pas accuser un joueur de dire toi, je pense que tu es le garde, parce que les gardes sont solidaires, ils sont en équipe. Alors, toutes les cartes sont expliquées, les pouvoirs aussi, puis il y a un petit peu de romance en arrière de ça. Puis bon, moi, j'aime ça, la romance. Bref, alors, ça c'est intéressant pour justement ce petit livret de règles qui pourrait être beaucoup plus court, mais que moi j'ai bien apprécié que justement ils aient pris la peine de mettre plus d'informations qui ne sont pas vitales, mais qui rendent le jeu justement un petit peu plus ludique puis amusant. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire sur les composants? Je crois qu'on a fait le tour. Maintenant, si on regarde un petit peu plus en détail, là, je sais que hey, mon cadre il est vraiment croche. OK. Bon, excusez. Ça c'est mon TOC, là, mon trouble obsessionnel compulsif qui vient d'embarquer. Alors, ce que chacune des cartes fait, bon, on l'a dit, le garde, ça nous permet d'essayer de deviner la carte d'un autre joueur. Si on a raison, le joueur doit défausser sa carte et il est éliminé. Si on a tort, le joueur va tout simplement dire non, ce n'est pas le cas et on continue à jouer. Le prêtre, ça nous permet de jeter un œil à la carte d'un autre joueur. Et on doit garder cette information-là secrète. Le baron, ça nous permet, je ne dois pas dire n'importe quoi, là, le baron, ça nous permet de comparer, ah oui c'est vrai, ça nous permet de comparer
nos deux cartes ensemble. En fait, la carte que... Okay, il y a quelque chose que je n'ai pas dit dans la vidéo d'explication, là, c'est qu'il faut faire attention, c'est qu'on a toujours deux cartes en main. Lorsqu'on en joue une, comme dans le cas du baron, ça nous permet de comparer notre main avec un autre joueur. Alors, j'ai joué le baron, il n'est plus dans ma main. Ma main, elle est ici, c'est la carte qui me reste. Bon, ça peut paraître logique, mais pour certains, ça peut être difficile à comprendre. Certains peuvent penser qu'on compare la valeur du baron, c'est pas le cas. Le baron, on l'a mis en jeu, on compare donc la carte qui nous reste avec la carte d'un autre joueur. Et lorsqu'on les compare, eh bien, on va regarder la valeur. Alors, si par exemple, moi j'ai la comtesse et que je compare avec mon voisin de droite, il a le garde, alors tout ça se fait secrètement. Le joueur qui va avoir la valeur la plus petite va être out, alors va être éliminé du round. Alors, dans ce cas-ci, le joueur ayant la valeur la plus petite, c'est le garde. Il va défausser sa carte devant lui, va se retirer du jeu. Personne ne va savoir quelle est ma carte, mais tout le monde va savoir que la valeur était plus grande que celle du garde. Alors dans ce cas-ci, ça ne donnerait pas beaucoup d'informations, mais si par exemple, un joueur venait à... Bon, on a joué le baron, on compare nos cartes, et là, le joueur défausse le prince qui a une valeur de 5. Ça veut dire que dans mes mains, j'ai une carte de valeur 6, 7 ou 8. Alors, ça peut donner beaucoup d'informations aux autres joueurs. Alors, ça, c'était pour le baron. Là, j'ai lancé mes cartes dans tous les sens. Je ne sais plus où j'étais rendu. La servante. La servante peut être très utile. Elle a une valeur de carte. Lorsqu'on la met en jeu, on est protégé contre les habiletés de toutes les autres cartes pendant un tour complet. Alors, jusqu'à temps que ça revienne jusqu'à nous, on est protégé des habiletés des autres. Ça peut être utile. Le prince, je l'expliquais un petit peu brièvement tout à l'heure, on va choisir un joueur, un autre joueur ou nous-mêmes, on va défausser la carte qu'on a en main, ou les autres joueurs vont la défausser, et on va en repiocher une nouvelle. Le roi, on va échanger, lorsqu'on la met en jeu, on va échanger de main avec un autre joueur. Et là, encore une fois, on échange la carte qui nous reste en main. Alors, je joue le roi, je change de carte avec un autre joueur, il a maintenant ma carte, j'ai la sienne. Ça peut nous mettre dans le pétrin, croyez-moi. La comtesse. Alors celle-ci, elle est un peu spéciale. C'est que la seule habilité qu'elle a, c'est que si, en cours de partie, là, on peut avoir toujours deux cartes en main comme ça. Alors, tant que j'ai un garde ou des cartes comme ça, avec la comtesse, il n'y a rien de spécial. Mais, aussitôt que j'ai un roi avec la comtesse ou un prince et la comtesse, je suis obligé de défausser ma comtesse. Alors, si je défausse ma comtesse, face visible, il y a deux possibilités. En fait, il y a trois possibilités. Soit j'ai un roi dans mes mains, soit j'ai un prince dans mes mains, ou alors c'est du bluff. Parce qu'il n'y a rien qui m'empêche de défausser la comtesse juste comme ça. Mais si j'ai un roi ou un prince avec elle, je suis obligé de la défausser. Et finalement, la dernière carte, mais non la moindre, la princesse. Alors, c'est la carte qui va avoir la plus grande valeur, mais qui va être également la plus difficile à garder en main jusqu'à la fin de la partie, parce que aussitôt qu'on la défausse, alors si un joueur nous force à défausser notre main de n'importe quelle façon, ou si nous-mêmes on est contraint de la défausser, on perd la partie immédiatement. Et ça m'amène justement à vous parler d'un petit aspect stratégique versus qui peut être frustrant parfois, c'est que des fois, on n'a pas le choix. On est contraint de faire des moves, de faire un jeu qui nous avantagera pas du tout, qui va peut-être même nous amener à perdre. Mais c'est pas grave, parce qu'un tour, une manche, ça peut durer quoi? 2 minutes? Puis 2 minutes sur... une manche, 2 minutes, 3 minutes sur 5 manches, donc une partie de 10 à 15 minutes. Alors, c'est pas grave si on perd, on remélange les cartes, on donne un cube et on recommence. Et ça peut arriver qu'on soit éliminé au premier tour. Et c'est pas grave, on se relance au prochain tour, puis on essaie de se rattraper, puis on a encore des chances de gagner. Et c'est ça qui est merveilleux dans ce jeu-là, c'est que c'est rapide, c'est efficace, c'est drôle. Il y a des situations qui vont nous amener des fois à échanger de cartes. Mais là, vu qu'on a échangé de cartes, l'autre pioche un garde, et là, il sait exactement quelle carte on a parce qu'on vient d'échanger de main. Alors, ça peut être hilarant.
Puis, il y a beaucoup de plaisir à avoir en jouant à ce jeu-là. Et comme je disais, il en existe toutes sortes de versions. Là, ici, j'ai la version justement avec le petit sac de velours et les personnages royaux là, de l'époque médiévale. Mais il en existe des versions Batman, des versions Adventure Time, une version plus asiatique aussi, je crois. Alors, il en existe une panoplie de versions et c'est à vous, le Hobbit aussi, Seigneur des Anneaux, c'est à vous de voir qu'est-ce qui vous intéresse. Il y a des petites variantes qui sont changées d'une version à l'autre. Alors, pour moi, ce jeu-là, c'est gagnant. Dans n'importe quelle soirée, ça prend 15 minutes à jouer, 1 minute à expliquer les règles, tout le monde comprend, puis tout le monde se fait du plaisir. Et c'est ça l'important. Bref, c'est ce que j'avais à dire sur Love Letter. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Et merci pour votre écoute.